La deuxième cohorte de l'école d'état-major des forces de sécurité à la découverte de la police technique et scientifique. Sa mission, aider la police à résoudre les crimes et à identifier les auteurs. Cette visite pédagogique a permis aux responsables de communiquer davantage sur cette structure qui reste méconnue du grand public. Le Mali enregistre entre 10 000 à 12 000 naissances drépanocytaires par an et 50% des enfants ne fêtent pas leur 5e anniversaire à défaut d'une prise en charge médicale. Un chiffre qui fait froid au dos et interpelle. Le Mali célèbre la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose sous le thème « La formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose ». Merci de nous renouveler votre confiance. Vous servir est un plaisir. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition sur ORTM1. Bonsoir, Mamadou Kone. Bonsoir, Awama Kamara. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous sommes le mercredi 18 juin 2025. Le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Quelles sont les grandes décisions de ce Conseil, Mamadou Kone? Au chapitre d'abord des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du commandement des opérations spéciales. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes enclenchées au sein des forces armées et de sécurité pour faire face aux défis sécuritaires, plusieurs unités des forces spéciales ont été créées, notamment le bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement, les forces antiterroristes, la force spéciale air, le groupement de reconnaissance et d'intervention. L'emploi de ces différentes unités des forces spéciales en opération a mis en exergue certaines insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de texte adopté crée le commandement des opérations spéciales qui sera articulé autour d'un organe de commandement et d'un centre de planification et de conduite des opérations spéciales en vue d'une meilleure exécution des opérations militaires menées par les forces spéciales. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange de Tienfala et l'aménagement des voies d'accès. Ce marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement CCB SAS, Touja SAS, pour un montant de 3 997 914 222 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 10 mois hors saison des pluies. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène du projet de résilience urbaine de Bamako. Le projet de décret adopté permettra la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange à Tienfala avec une capacité de 140 871 mètres cubes par an et 2 194 066 kg de matière sèche par an. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement des Territoires et de la Population, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant affectation au ministère de la Défense et des anciens combattants de parcelles de terrain dans les cercles de Mopti, Djema, Kita, Bougouni, Koutiala et San. Les parcelles de terrain, objet de titre foncier, numéro 15079 du cercle de Mopti, d'une superficie de 10 hectares, 0 ar, 5 centiares, 6 à Nantaka, commune rurale de Sokoura, région de Mopti. Numéro 841 du cercle de Djema, d'une superficie de 500 hectares, 0 ar, 0 centiares, 6 à Djema, commune rurale et cercle de Djema, région de Nioro. Numéro 4527 et numéro 5245 du cercle de Kita, respectivement, d'une superficie de 50 hectares, 61 ar, 26 centiares et 449 hectares, 39 ar, 33 centiares, 6 à Dumba, commune rurale de Benkadi, région de Kita. Numéro
1483 du cercle de Bougouni d'une superficie de 747 hectares, 42 arts, 49 centiares, 6 à Bougouni, commune urbaine, cercle et région de Bougouni. Numéro 7809 du cercle de Koutiala d'une superficie de 675 hectares, 29 arts, 33 centiares, 6 à Koutiala, commune urbaine, cercle et région de Koutiala. Numéro 3580 du cercle de Sang d'une superficie de 500 hectares, 0 arts, 1 centiare, 6 à Bougoudara, commune urbaine, cercle et région de Sang. Ces affectations sont destinées à satisfaire les besoins de réalisation d'infrastructures au profit des forces armées. 4. Sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. Le Conseil des ministres, en sa session du 28 mai 2025, a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. Cette stratégie vise à stabiliser et sécuriser à l'horizon 2034 le cheptel malien sur les espaces aménagés avec une production optimale. Elle est bâtie autour de 4 axes stratégiques suivants: l'aménagement et la gestion des ressources pastorales, la promotion des cultures fourragères, l'amélioration et la contribution du bétail à la création de richesses et d'emplois, le renforcement des mécanismes de suivi et des mesures d'accompagnement. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la dite stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions prévues dans son plan d'action couvrant la période 2025-2029. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, le projet de loi de finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel couvrant une période minimale de 3 ans. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est soumis au débat d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du 2e trimestre de l'année. Il permet au gouvernement d'informer le Parlement sur les perspectives d'évolution des finances publiques et de partager avec lui les objectifs, les orientations et les contraintes de la politique budgétaire à moyen terme. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028 s'appuie sur Malikura Nyetasira, Kabe San Baflani Buoroni Sabama et les orientations stratégiques définies dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 qui intègre les actions phares du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 ainsi que celle de son plan d'action 2022-2026. Le présent document prend également en compte le plan d'action du gouvernement 2025-2026 qui découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route du président de la transition, les recommandations issues des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. Il est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle de 6,6% en moyenne sur la période de cadrage. Sous cette hypothèse, les efforts de mobilisation de recettes fiscales visent à atteindre un taux de pression fiscale moyen de 14,6%, passant de 14,1% en 2026 à 14,6% et 15,1% respectivement en 2027 et 2028. Cet objectif s'appuie essentiellement sur une perspective d'amélioration de la situation sécuritaire, sanitaire et sociopolitique, ainsi que la poursuite des mesures et réformes en cours ou envisagées par le gouvernement dans les différents secteurs stratégiques. Le coût global pour la mise en œuvre des actions du gouvernement sur la période 2026-2028 est projeté en moyenne à 3 997,8 milliards de francs CFA. 2.
Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la première réunion des ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel, le 29 et 30 mai 2025 à Bamako. Cette réunion ministérielle de haut niveau a permis d'engager des discussions approfondies sur l'harmonisation des textes juridiques, la création d'institutions judiciaires communes et le renforcement de la coopération judiciaire et pénitentiaire. Au cours de la rencontre, les ministres ont approuvé la proposition relative à la modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour intégrer le domaine de la justice parmi les compétences déléguées, ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation permanent. Ils sont également convenus de la création de juridictions confédérales chargées du contentieux communautaire, de l'arbitrage, ainsi que de la répression des crimes graves, y compris le terrorisme et les violations des droits de l'homme. Dans cette dynamique, la construction d'une prison de haute sécurité rattachée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme a été approuvée. Enfin, les ministres ont réaffirmé leur volonté commune de faire de la Confédération AES un espace de justice intégré, garant de paix, de sécurité et de développement durable, et salué la vision éclairée des chefs d'État dans le processus de construction confédérale. 3. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 3e session de la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine tenue le 2 juin 2025 à Lomé, au Togo. Cette 3e session avait pour thème la place de l'Afrique dans un monde en mutation, enjeu de repositionnement stratégique et diplomatique. Durant les travaux de cette conférence réunissant 10 États membres et des invités spéciaux, tous du continent africain, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en qualité d'orateur principal, a délivré la présentation inaugurale de la session thématique intitulée « Autonomie stratégique de l'Afrique en matière de défense et de sécurité dans un monde incertain », au cours de laquelle il a notamment appelé à davantage de solidarité véritable entre les pays africains, en illustrant ses propos par les bonnes pratiques de la Confédération des États du Sahel. En marge des travaux, les ministres africains des Affaires étrangères ont été reçus en audience par le président du Conseil des ministres de la République togolaise. Le séjour du ministre chargé des Affaires étrangères a été également marqué par une rencontre d'échange et d'information avec la communauté malienne établie au Togo. B. De la tenue de la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. À l'invitation du gouvernement du Royaume d'Espagne et des Nations Unies, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, représentera son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. L'objectif de cette rencontre est de soutenir le suivi des accords et engagements issus des 3 précédentes conférences sur le financement du développement en adaptant les instruments aux besoins financiers mondiaux actuels et aux défis du moment. La 4e conférence intervient dans un contexte international marqué par la crise du financement international du développement, le recul du multilatéralisme classique et l'émergence de mécanismes alternatifs. C. Des conclusions de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine tenu les 11 et 12 juin 2025 à Changsha, en Chine. Ce forum, qui porte sur l'industrie et la technologie en vue de renforcer les relations dans les domaines de la finance et du droit pour une meilleure coopération mondiale, a adopté 3 rapports portant sur le suivi de l'exécution des actions. Il ressort de ces rapports que plusieurs réalisations notables ont été enregistrées, notamment l'augmentation des investissements chinois en Afrique, la mise en vigueur du tarif zéro pour les exportations de certains pays vers la Chine et l'envoi de médecins en Afrique. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a apprécié le respect du principe de non-ingérence par la Chine
et souligné la nécessité d'améliorer le suivi du forum pour des interventions constructives. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les engagements du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, ainsi que la détermination du Mali et des autres pays de la Confédération AES à poursuivre leur partenariat avec la Chine. La participation du Mali à cette rencontre a permis de faire avancer des projets de coopération économique et de renforcer la visibilité de la Confédération AES sur la scène diplomatique mondiale. 4. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres de la décision du retrait du Mali de la liste grise du groupe d'action financière. Le groupe d'action financière est un organisme intergouvernemental ayant pour mission principale d'établir des normes internationales visant à protéger le système financier international contre les fléaux de la criminalité transnationale organisée. À l'issue de l'évaluation mutuelle du dispositif du Mali en 2019, le groupe d'action financière a évalué les progrès de notre pays au 30 juin 2021, date de clôture de la période d'observation, en le plaçant sur la liste grise. L'inscription de notre pays sur cette liste est assortie d'un plan d'action de 27 mesures à mettre en œuvre pour l'atténuation des insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Après la visite sur site au Mali, en vue de constater l'effectivité de la mise en œuvre des 27 mesures, ainsi que la recommandation de la plénière du groupe de revue de la coopération internationale, le groupe d'action financière a décidé du retrait du Mali de la liste grise le 13 juin 2025. Ce résultat est le fruit de l'engagement constant du gouvernement du Mali ainsi que de l'ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le retrait du Mali de la liste grise renforce son image auprès de la communauté des investisseurs et l'attractivité de son économie. 5. Le ministre de l'Économie, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement de la ville de Kayes le 21 juin 2025. Ce projet a pour objectif de renforcer le système d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour plus de 350 000 personnes dans 12 quartiers des communes de Kayes, Kouloum, Bankassi et Liberté d'Embaya. De façon spécifique, sa mise en œuvre permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Kayes à travers la construction d'une nouvelle station de production d'eau potable d'une capacité de 25 millions de litres par jour, la construction de 3 châteaux d'eau, la réalisation de canalisations de refoulement et de distribution, la réalisation de 10 000 branchements sociaux, la réhabilitation de la station de traitement d'eau potable existante. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement en son axe 3, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. 6. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres A. de la commémoration de la Journée africaine de la fonction publique le 23 juin 2025. La Journée africaine de la fonction publique, célébrée le 23 juin de chaque année, a pour objectif de reconnaître l'importance du travail des agents publics au service du développement de l'Afrique et de favoriser la réflexion sur la mission, les défis et les réalisations de la fonction publique. Le thème retenu pour cette édition 2025 est « Renforcer l'adaptabilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques dans le domaine de la prestation de services ». Au niveau national, la journée sera célébrée à travers des conférences-débats sur les sous-thèmes suivants. Renforcement des institutions publiques pour remédier aux inégalités historiques et promotion de l'inclusion. Réforme juridique et structurelle pour parvenir à une gouvernance équitable.
amélioration de l'accès à l'information et la responsabilité, plaidoyer de la société civile et collaboration pour une gouvernance inclusive. Prendront part à ces activités les agents publics, les représentants des organisations syndicales, les responsables des services publics, les représentants des organisations de la société civile et le monde universitaire. B. De la participation du Mali à la 113e session de la Conférence internationale du travail tenue du 2 au 13 juin 2025 à Genève, en Suisse. Une délégation nationale tripartite conduite par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, composée du ministre de la Santé et du Développement social, du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, des délégués du Conseil national du patronat du Mali, ainsi que ceux des 4 centrales syndicales de travailleurs, a participé à la 113e session de la Conférence internationale du travail. La participation active de nos délégués aux différentes commissions de travail et à des sessions connexes a permis, entre autres, de donner plus de visibilité à notre pays, de raffermir les relations bilatérales et multilatérales en matière de travail, d'emploi et de protection sociale entre le Mali et ses différents partenaires. 7. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel du 21 au 28 juin 2025 à Bamako. Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel rassembleront près de 500 participants venant du Burkina Faso, du Mali et du Niger autour de 10 disciplines sportives, à savoir le football U17, la lutte traditionnelle, les bras de fer, l'athlétisme, le tir à l'arc, le tir sportif, le judo, le karaté, le kung-fu wushu et le taekwondo. La tenue de ces Jeux permettra, entre autres, de promouvoir la pratique du sport dans l'espace AES, de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les jeunes des États membres, de fédérer les forces vives, les opérateurs économiques, l'État et les autres parties prenantes autour des valeurs du sport, de préparer des équipes nationales compétitives pour les futures compétitions internationales, de stimuler la coopération entre les fédérations sportives des pays membres de la Confédération AES. La cérémonie d'ouverture est prévue le 21 juin 2025. 8. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la première édition de BOAD Development Days, tenue du 12 au 13 juin 2025 à Lomé, au Togo. Le ministre de l'Agriculture et celui de l'Énergie, de l'eau ont pris part à la première édition de BOAD Development Days, dont le thème a porté sur le financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, défis, opportunités et solutions. Cette édition a été marquée par 2 panels sur les thèmes suivants. Les défis de l'accès universel à l'électricité dans l'UEMOA face à la transition énergétique, le défi de la souveraineté alimentaire dans l'UEMOA par une agriculture durable et résiliente face au changement climatique. Les 2 jours de travaux ont aussi connu la présentation des start-up venues du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal sur le développement durable de l'agriculture et de l'énergie. 9. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 10e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette 10e session ordinaire, qui se tiendra à Bamako le 26 juin 2025, sera précédée de la réunion du comité technique des experts les 24 et 25 juin 2025. L'initiative de la Grande Muraille Verte, fruit d'une coopération régionale des États sahélo-sahariens lancée par l'Union africaine, est un programme intégrateur conçu pour répondre aux effets combinés des défis environnementaux comme la désertification, le changement climatique et la perte de la biodiversité dans la bande sahélo-saharienne. Sa mise en œuvre est coordonnée par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui regroupe le Burkina Faso, l'Érythrée,
l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad et Djibouti. Les objectifs de cette session portent notamment sur la validation des documents de planification et de gestion de l'agence, l'examen des résultats du processus de recrutement du nouveau secrétaire exécutif, l'évaluation de l'état des contributions statutaires des États membres, l'examen de la nouvelle stratégie de la Grande Muraille Verte. La tenue de cette rencontre permettra à notre pays d'assumer pleinement ses responsabilités à la tête du Conseil des ministres de l'Agence, de consolider son leadership sur les enjeux environnementaux dans le contexte de l'Alliance des États du Sahel et de préparer la 5e conférence des chefs d'État et de gouvernement que notre pays abritera à partir du 25 octobre 2025. 10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la première réunion des ministres chargés de la santé de la Confédération des États du Sahel, tenue le 4 juin 2025 à Niamey, au Niger. Cette première réunion des ministres chargés de la santé avait pour objectif de renforcer la collaboration afin de favoriser une meilleure coopération en matière de santé au profit des populations de l'espace confédéral. La réunion ministérielle a été précédée par celle des experts tenue les 2 et 3 juin 2025 sur les thématiques ci-après. La création d'une organisation en charge des questions de santé, la surveillance épidémiologique et la coordination de la gestion des épidémies, la coordination de la vaccination transfrontalière, l'amélioration de l'accès aux soins des populations, y compris la mutualisation des efforts dans le cadre des soins spécialisés, l'harmonisation de la réglementation de l'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé. Au cours de leurs travaux, les ministres ont validé les recommandations et la feuille de route relative à la création d'une organisation en charge de la santé dans l'espace confédéral. En marge des travaux, les ministres des 3 pays ont été reçus en audience par son Excellence, le président de la République du Niger. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mamadou Koné, pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine, plaise à Dieu. À présent, le contenu de ce communiqué, les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une nouvelle attaque des groupes armés terroristes contre le poste de sécurité de Djoura dans la région de Mopti ce mercredi 18 juin 2025. L'état-major général des armées rassure que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations à la vigilance. Nous restons à Koulouba où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est entretenu hier avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Mali. Les échanges ont porté sur le point d'exécution des contrats signés lors de la dernière visite du président de la transition en Chine avec les autorités de ce pays, ami du Mali. C'était au cours du forum sur la coopération sino-africaine en 2024. On notait la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les 2 personnalités s'expriment au micro de Alousseni Touré. Cette rencontre s'inscrit dans le suivi de concrétisation du consensus historique entre les 2 chefs d'État au cours du sommet du FOCAC. FOCAC, c'est le Forum de la coopération sino-africaine. Donc, dans cette rencontre historique, nos 2 chefs d'État sont parvenus à des décisions très importantes en faveur du bien-être de nos 2 grands peuples. Cette rencontre s'inscrit dans la concrétisation de consensus. Les 2 équipes ont échangé d'une manière constructive, sérieuse, approfondie et professionnelle. Ils sont parvenus
à des points, à des consensus très structurants, très importants. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta nous a accordé une audience. C'était l'occasion pour nous de faire le point des contrats que nous avons eu à signer avec la partie chinoise lors du sommet FOCAC en Chine. Donc, c'est des contrats qui ont été signés dans plusieurs domaines. En ce qui nous concerne, le volet défense, c'est des contrats dont la mise en œuvre a commencé. Donc, le président a souhaité à ce que nous venions de temps en temps lui faire le point pour lui permettre de suivre personnellement ses engagements. Je peux vous rassurer que les deux parties sont en train d'honorer leur engagement. Le président a surtout insisté sur le transfert de compétences qui est pour lui un élément essentiel pour permettre vraiment à notre nation, à notre armée de pouvoir voler de ses propres ailes. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu ce matin le bureau du Conseil national de la jeunesse du Mali. La fêtière de la jeunesse est venue échanger avec les conseillers de la République sur le fonctionnement du CNJ et solliciter leur accompagnement. La rencontre a permis d'échanger sur des sujets qui touchent à la jeunesse, particulièrement la consommation de la drogue. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général du CNJ Mali, Habib Sawane. Il est au micro de Mamadou Fane. Après la mise en place du bureau, nous avons jugé nécessaire de prendre contact avec les institutions de la République et aussi l'ensemble des ministères qui peuvent nous aider dans l'accomplissement de notre mission. Il faut rappeler que l'une des missions du Conseil national de la jeunesse, c'est d'accompagner l'État dans sa politique de la jeunesse. Et nous savons que dans chaque institution, il y a des programmes pour accompagner la jeunesse. Et nous sommes venus ce matin au niveau du Haut Conseil des collectivités pour nous acquérir de leur fonctionnement et de leur mission pour qu'ensemble nous pouvons créer un cadre de collaboration pour l'intérêt de la jeunesse malienne. Et aujourd'hui, la jeunesse vraiment est enruinée par la consommation de drogue. Et le Conseil national de la jeunesse du Mali, depuis sa mise en place, a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'il faut lutter contre ces flots pour l'intérêt de la jeunesse malienne. Et après l'interpellation de nos plus hautes autorités, nous sommes proches des jeunes et nous avons déjà commencé la sensibilisation et surtout de montrer à la jeunesse que l'intérêt aujourd'hui n'est pas dans la drogue. L'intérêt de la jeunesse, c'est dans l'étude, c'est dans le travail et aussi le dévouement. C'est ce que nos papas viennent de nous rappeler et nous en sommes conscients. Et nous avons pris bonne note et nous avons déjà commencé et nous allons intensifier la sensibilisation. Et comme mentionné dans les titres, la deuxième cohorte de l'école d'état-major des forces de sécurité à la découverte de la police technique et scientifique. Sa mission, aider la police à résoudre les crimes et à identifier les auteurs. Les responsables de la direction générale de la police technique et scientifique ont saisi l'opportunité pour communiquer sur une structure encore méconnue. Le compte-rendu de cette visite avec Alousseni Touré. La police technique et scientifique est un instrument mis en place par les autorités en vue d'aider les instances judiciaires dans la manifestation de la vérité, notamment dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Elle dispose de laboratoires spécialisés dans la détection et le traitement des dossiers d'individus soupçonnés de crimes. Elle dispose pour cela d'une base de données contenant tous les profils potentiels. La DGPTS ambitionne de s'ériger en pôle d'excellence en matière de criminalistique et de sciences médico-légales en ce qui concerne le traitement en laboratoire des éléments de preuve matériels en vue de renforcer les procédures d'enquête de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services centraux spécialisés ainsi que celles initiées dans les cours et tribunaux de la justice.
Les stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité et leur encadrement ont prêté une oreille attentive aux explications données par les responsables de la police technique et scientifique. L'école d'état-major est une mine de compétences au service de la hiérarchie militaire. La présente cohorte représente 34 auditeurs, dont 2 du Burkina et 2 du Niger. Cette école regroupe les hauts cadres des forces de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et la protection civile, et bien d'autres acteurs de sécurité. L'école est compétente de recevoir d'autres acteurs de sécurité, notamment la douane, les forces paramilitaires, la protection civile, l'administration pénitentiaire, les autorités administratives, mais dans le cadre des stages spéciaux. C'est-à-dire ça, c'est des stages sous forme de séminaires. La police technique et scientifique du Mali, qui se donne une vocation régionale, jouera un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, pourvu qu'elle soit dotée davantage de ressources humaines et financières à la hauteur des ambitions qu'elle s'est fixées. Geste de solidarité de la Chambre de commerce de Fujian au Mali. Dans le cadre des activités de la journée de l'enfant africain, elle a remis des équipements solaires, des vivres, des habits et des sacs aux pensionnaires du centre d'accueil et de placement familial de Niamana d'un coût total de 18 millions de francs CFA, ce dont contribuera à améliorer les conditions de vie de ces enfants vulnérables. Aïssata Saliou Maïga, reportage. À travers ces dons composés de 20 bidons d'huile, de 50 sacs de riz, de 100 sacs d'écoliers, des panneaux solaires, des batteries lithium, des convertisseurs, des cartons de boissons et 2 balles d'habits de friperie pour enfants de 0 à 5 ans, la Chambre de commerce de Fujian au Mali entend renforcer l'amitié et la solidarité du peuple chinois envers les enfants vulnérables du centre d'accueil et de placement familial communément appelé pouponnière. D'une valeur de 18 millions de francs CFA, ce don contribuera à améliorer les conditions de vie de ces enfants vulnérables et à renforcer les capacités énergétiques du centre d'accueil et de placement familial. Je suis très heureux de constater que la communauté chinoise au Mali travaille main dans la main avec l'ambassade, assumant activement sa responsabilité sociale et contribuant conjointement à assurer le bien-être des enfants maliens. Leur engagement généreux aujourd'hui en offrant ces biens essentiels aux enfants est un magnifique exemple de leur intégration profonde au sein de la société malienne. Leur action renforce les liens d'amitié entre nos deux peuples et manifeste parfaitement l'esprit de communauté de destin pour l'humanité. Cette action humanitaire de la Chambre de commerce de Fujian au Mali, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain, a été appréciée à sa juste valeur. Cette donation est l'une des activités phares de la célébration de la journée de l'enfant africain, 16 juin, édition 2025, qui commémore le massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime d'apartheid. Depuis 1991, la journée est célébrée au Mali. Le thème choisi s'intitule « Nos valeurs et cultures, un bouclier pour nos enfants ». À noter que le centre d'accueil et de placement familial compte 109 pensionnaires, dont 45 garçons et 64 filles, et 57 enfants sont en situation de handicap. Je vous le disais dans les titres, le Mali enregistre entre 10 000 à 12 000 naissances drépanocytaires par an et 50% des enfants ne fêtent pas leur 5e anniversaire à défaut d'une prise en charge médicale. Un chiffre qui fait froid au dos et interpelle. Le Mali célèbre la 17e édition de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose sous le thème « La formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose ». Dans son message, la ministre de la Santé et du Développement social revient sur les efforts du gouvernement et les activités prévues pour la célébration de la journée. Les grandes lignes de son discours avec Awa Adaman Koulibaly. Des douleurs indescriptibles, l'incompréhension, le manque de soutien et le besoin constant de sang.
Voici entre autres difficultés auxquelles font face les drépanocytaires. Cette maladie génétique du globule rouge fait de nombreux morts et handicaps en Afrique et le Mali n'échappe pas aux statistiques alarmantes. Au Mali, nous enregistrons chaque année 10 000 à 12 000 naissances drépanocytaires. Ce taux de naissance drépanocytaire interpelle dans la mesure où, en absence d'une prise en charge médicale spécifique, 50% de ces enfants ne fêteraient pas leur 5e anniversaire. 5 ans après la déclaration de la drépanocytose comme une priorité de santé publique, le Mali ouvre un centre dédié à sa prise en charge globale. Depuis 2010, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose accompagne les malades. Mais ce n'est pas assez. Il faut une formation. Le thème choisi cette année est « La formation, un maillon essentiel de la lutte contre la drépanocytose ». Ce thème n'est pas fortuit, puisqu'il entre en droite ligne de la stratégie de lutte contre la maladie à travers la formation d'une masse critique de professionnels afin de rapprocher les soins des soignés. Je sais que des efforts ont été consentis, mais beaucoup reste à faire. Donnons-nous encore la main pour faire face aux défis du moment en matière de lutte contre cette maladie longtemps restée dans l'ombre. À cause de son caractère héréditaire, le dépistage prénuptial et le diagnostic précoce permettent de réduire considérablement l'incidence de la drépanocytose. Bamako abrite depuis hier la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Les participants discutent de plusieurs thématiques, la pratique de la réassurance vie, la couverture des violences politiques, le terrorisme. La rencontre de 3 jours est organisée par la compagnie commune de réassurance des États membres de l'Afrique francophone. Le reportage de Mamadou Fani. L'industrie des assurances africaines s'adapte au contexte géopolitique et géostratégique. Face aux conséquences du terrorisme et d'autres sinistres, les assurances sont de plus en plus sollicitées pour couvrir les violences politiques et le terrorisme. D'où ce séminaire organisé par la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Le terrorisme aujourd'hui, le Mali comme les autres pays de l'Afrique sont vraiment exposés et dans ce cadre-là, les sociétés d'assurance ne sont pas restées en marge. Nous avons un secteur dynamique, n'est-ce pas, évolutif. À chaque fois qu'il y a de nouvelles donnes, les assureurs essayent d'innover, d'adapter leurs produits en fonction des besoins des assurés. Donc c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, les assureurs ont dû se rendre compte que effectivement, il y a beaucoup d'assurés qui sont dans le besoin en termes de crainte de ce qui pourrait leur arriver. Ce séminaire qui regroupe plusieurs compagnies d'assurance membres de la CIMA vise à permettre aux participants d'acquérir des outils concrets pour mieux structurer la gestion de leurs programmes de réassurance et de gérer plus efficacement les risques associés. C'est de montrer à nos partenaires, voici telle situation qui risque de se passer. Mais comment il faut se comporter? Quel type d'assurance vous pouvez pouvoir donner? Comment les souscrire? Et derrière cela, comment vous pouvez recouvrir à la CICARE si une situation pareille se présente? On a constaté quand on fait, je ne dirais pas le contrôle, quand on travaille avec eux, on a constaté que beaucoup de compagnies vie ne sont pas très professionnelles dans la réassurance, la partie réassurance, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais dans la partie programme de réassurance. Et donc nous voulons profiter de cette occasion pour qu'on puisse faire, je ne dis pas mise à niveau, mais de partage d'expérience entre nous, la CICARE, et nos cédantes, nos partenaires. Cette rencontre qui dure 5 jours se tient en marge de la 43e Assemblée générale des actionnaires de la CICARE qui aura lieu le jeudi prochain à Bamako. 635 millions de francs CFA, c'est le budget 2025 de l'Académie malienne des langues, un budget qui connaît une légère baisse par rapport à l'exercice écoulé. La structure a tenu hier la 13e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette année, la structure entend mettre un accent particulier sur l'opérationnalisation effective du comité scientifique et technique et de l'Assemblée des académiciens. Le reportage de Djeba Moussa Konati.
Le Conseil national de transition a adopté la loi organique déterminant les conditions et modalités d'emploi des langues officielles du Mali le 24 avril 2025. Cette 13e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Académie malienne des langues à Malan se tient donc dans ce contexte. Cette avancée consacre la volonté politique de faire des langues nationales des instruments effectifs de gouvernance, d'enseignement et de cohésion sociale. Nous allons analyser effectivement les dossiers que nous appelons effectivement plus ou moins brûlants parce qu'on a dit que c'est un peu ambitieux. C'est autour effectivement de 5 axes principaux. Surtout, il y a l'analyse effectivement vraiment des recommandations de 2024. Les administrations vont se pencher effectivement vraiment sur ça. Notre budget prévisionnel est à 635 millions pour l'exercice 2025. Contre 657 millions pour l'exercice 2024. Il y a quand même une baisse, mais je crois qu'on fait avec. Structure emblématique de notre souveraineté linguistique et culturelle, en 2024, l'Amalan a réalisé plusieurs activités majeures, dont la relecture de documents linguistiques de référence, notamment de grammaire et de lexique spécialisés dans 12 langues officielles et bien d'autres. Au titre de 2025, l'Amalan présente un programme ambitieux. Le programme d'activité 2025 que vous aurez à examiner est ambitieux. Il est structuré autour de 5 domaines prioritaires: la recherche linguistique, la gouvernance, les plaidoyers, la traduction et la communication. Je vous invite à lui accorder toute votre attention afin d'orienter judicieusement les actions à venir pour l'atteinte des objectifs fixés. Je vous encourage également à renforcer l'accompagnement de l'Amalan dans l'opérationnalisation de ses organes consultatifs, en particulier le comité scientifique et technique et l'Assemblée des académiciens, piliers essentiels de son rayonnement intellectuel et institutionnel. Rappelons que le budget prévisionnel de l'Amalan au titre de 2025 se chiffre à 635 millions de francs CFA contre 657 en 2024. Direction Koulikoro, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mandjou Sempara, a visité hier le nouveau marché moderne de Koulikoro Gare en finition. Cette infrastructure est financée par la CECIM à 900 millions de francs CFA. Le nouveau marché offrira un meilleur cadre de travail pour les futurs occupants. Le reportage de Ousmane Koïta et de Amadou Chokari. Accompagné d'une forte délégation, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mandjou Sempara, à ses côtés, le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, Kassim Sempara, a visité ce lundi 16 juin 2025 le tout nouveau marché moderne de Koulikoro Gare en chantier. Une initiative de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. L'infrastructure est financée par la CECIM à hauteur de 900 millions de francs CFA. Il s'agissait pour l'hôte du jour de s'imprégner des réalités du nouveau marché avant son inauguration. Suite à la demande du président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro, nous avons réalisé un marché moderne qui répond aux besoins de la population de Koulikoro. Nous en sommes fiers. Nous sommes là aujourd'hui pour une dernière visite avant son inauguration. Le président de la CECIM, Mandjou Sempara, a au cours de la visite fait le tour du nouveau marché. Les magasins en passant par les étals, les bureaux, les sites de dépôt d'ordures ainsi que les bouches d'incendie ont été inspectés. À l'issue de cette visite, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali s'est dit satisfait de la réalisation de cette infrastructure marchande combien importante pour les commerçants de la 10e région. Ce que je vis aujourd'hui me donne le courage de m'aventurer sur d'autres grands chantiers à l'intérieur du Mali. Maintenant, je demande à la population de s'approprier de ces joyaux pour le bonheur des commerçants et de nous tous. La délégation, après avoir bouclé la visite, s'est rendue au gouvernorat pour une visite de courtoisie. De Koulikoro, nous sommes à Taoudéni. Plus de 11 000 personnes victimes des inondations de 2024 bénéficient de l'accompagnement des autorités nationales en partenariat avec la Banque mondiale. Ces bénéficiaires ont reçu une quantité importante de vivres et de non-vivres à travers le projet de résilience urbaine de Bamako, Pruba, le reportage de Fousseni Samake et de Alou Koulibaly. Cette opération de distribution de vivres et de non-vivres dans la région de Taoudéni est une initiative des autorités nationales à travers le projet de résilience urbaine de Bamako Pruba,
en partenariat avec la Banque mondiale. Ces dons sont destinés aux victimes des inondations de 2024. Ainsi, 11 593 personnes vont recevoir des céréales, du sucre, de l'huile, des couvertures, des nattes, des moustiquaires imprégnés, des tentes et des kits scolaires. Les victimes, elles sont au nombre de 11 593. Elles sont réparties entre 1932 ménages. Et tous les cercles de la région de Taoudéni sont concernés, pour 12 communes. Donc, tous les vivres, les non-vivres qui ont été apportés ont été pour amoindrir, pour soulager les communautés qui ont été victimes de ces inondations. Les bénéficiaires apprécient ce geste de solidarité gouvernementale. Je tiens à remercier tout d'abord les services techniques de la région, nos responsables politiques, notre administration locale et régionale, et pour tous les efforts qui ont été fournis. J'engage particulièrement les membres des commissions communales à veiller au bon déroulement de cette activité et surtout à prendre toutes les dispositions afin que ces vivres et non-vivres soient remis aux vrais bénéficiaires. Je demande aux préfets et services techniques en charge de la supervision de veiller à un suivi effectif et régulier des opérations de distribution afin de s'assurer de son bon déroulement conformément aux attentes des plus hautes autorités du pays. À travers ces dons, le gouvernement malien et ses partenaires témoignent leur solidarité à l'endroit des victimes des inondations de 2024. 300 jeunes du Mali et du Burkina se sont donné rendez-vous à Benena, dans la région de San. C'est à la faveur de la 3e édition des journées interconfessionnelles transfrontalières. Cette année, les débats ont porté sur l'entrepreneuriat agricole familial pour un développement harmonieux, paisible et sécurisé. Drissa Kone nous fait revivre les temps forts de ces assises. Cela fait 3 années consécutives que la conférence épiscopale du Mali organise ces journées interconfessionnelles transfrontalières des jeunes sur l'entrepreneuriat agricole familial. L'objectif est de renforcer la résilience des familles afin d'instaurer une paix durable sur la frontière Mali-Burkina. Ces 3 jours de rencontres entrent dans le cadre du projet Initiative Paix au Sahel. Cette année, nous avons souhaité jeter les bases d'une meilleure organisation, d'une meilleure structuration de ceux qui s'engagent dans cette dynamique de l'entrepreneuriat agricole que nous avons appelé mouvement Songhai Mali. Donc ce mouvement Songhai Mali est fondé sur le centre Songhai qui est au Bénin et qui travaille sur l'entrepreneuriat agricole et dans le respect de l'environnement. D'où la communication axée sur le compostage pour faire comprendre aux 300 participants maliens et burkinabés qu'il est bien possible de produire sur des espaces limités et créer de la richesse sans étendre des superficies. Vraiment, ce que j'ai appris, c'est l'agriculture, comment s'aimer, comment préparer un champ. Et ensuite, ça nous a permis de tisser un lien avec nos frères burkinabés. Ils étaient là hier. Bon, compte tenu de la situation sécuritaire, en tout cas, ils sont rentrés. L'année passée, selon ces conseils-là qu'on nous a donnés, on a fait le fumier. On a gagné beaucoup de maïs, on a gagné beaucoup de riz. Et puis, on a planté beaucoup d'arbres. Cette culture de la terre, jadis productive, mérite d'être rappelée à la nouvelle génération. Vous voyez que cette année, c'est l'année de la culture. Mais pour nous, la culture aussi, c'est le travail de la terre. Et donc, nous intégrons tout ceci. Permettre aux jeunes de comprendre qu'il faut se lever tôt, qu'il faut aller travailler, qu'il ne faut pas manger avant d'aller travailler tôt. Tout ça, c'était des éléments que nous avions dans notre culture. Et les jeunes vont prendre du thé avant de commencer à travailler dans la journée. Et cela est contre-productif. Outre les jeunes, des imams et des prêtres ont pris part à cette 3e édition des journées interconfessionnelles transfrontalières. Le Hajj 2025 s'est bien déroulé dans l'ensemble, pas de difficultés majeures signalées. Le gouvernement a tout mis en œuvre afin que les Maliens accomplissent ce pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Le délégué général du Hajj, Abdul Fattah Sissé, tire le bilan de cette édition. Il est au micro de Souleymane Kenza Sidibé, Toumani Diabaté et Amalandouri. On est quand même à la fin du Hajj. Donc les bilans qu'on peut tirer du Hajj 2025, globalement, c'est positif. On a pu quand même amener l'ensemble de nos pèlerins. On a 13 323 pèlerins. On a pu éditer les visas, faire des formalités et finir avec tout.
et faire la programmation des vols. Ça, c'est pour la filière gouvernementale et les privés également. Le départ pour Mina, Arafat, Mousdalifa. Donc ça aussi, rien n'a manqué aux pèlerins maliens. Donc ils sont transportés à Mina à temps, et des Mina à Arafat aussi à temps, des Arafat à Mousdalifa à temps, et après le Hajj aussi le retour. Donc côté transport, tout a bien marché et il n'y a vraiment rien n'a manqué aux pèlerins maliens. Et pour le moment, on peut vous dire que vraiment on a enregistré 7 cas de décès, 3 femmes et 4 hommes. Il y a eu quand même des difficultés au début parce qu'on n'a pas pu respecter les délais indiqués pour finir avec les contrats. Donc du coup, le 14 février 2025 a été fixé pour finir avec l'ensemble de nos contrats. On n'a pas pu respecter ça au niveau du Mali parce que les transferts de fonds pour les privés a pris beaucoup de retard. Mais Dieu merci, alhamdulillah, avec la bonne volonté, avec l'accompagnement aussi des gouvernements de la transition qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, qui nous a facilité beaucoup de démarches dans nos opérations. Et on a pu quand même solliciter nos partenaires saoudiens, voilà, les organisateurs du Hajj en Arabie Saoudite, pour trouver vraiment des solutions et exceptions pour le Mali cette année. Et ce qui nous a quand même permis de finir avec l'ensemble de nos quotas, les 13 323 pèlerins maliens. Vraiment, ils ont eu leur visa, ils sont venus, ils ont fait leur Hajj et sans problème, ils ont commencé déjà à retourner. Et pour le moment, on a déjà à peu près 3000 Maliens qui sont déjà retournés au Mali. Nous restons à l'étranger pour parler de la Semaine africaine de l'UNESCO tenue les 19 et 20 mai dernier à Paris. C'était sous le thème « La solidarité mondiale pour la restitution et la restauration du patrimoine africain », le commentaire de Adam Maïga. L'artiste musicien Tchali Arbi et Abou Walagem, artiste multidimensionnel, peintre, sculpteur, costumier, dramaturge, ont pris part à la Semaine africaine de l'UNESCO. Ce rendez-vous annuel s'est tenu à Paris les 19 et 20 mai dernier. Au Mali, tout le monde parle des manuscrits, comme si c'était des images. Or, les manuscrits, c'est de la science, c'est de la chimie, c'est de la géométrie, c'est de la poésie. Quel est le contenu des manuscrits? Moi, c'est là où, quand je parle des manuscrits, c'est pour susciter les gens à aller vers la connaissance qui est cachée dans ces manuscrits. Parce que c'est un savoir ancestral qui est là depuis la nuit des temps. La Semaine africaine de l'UNESCO est organisée à tour de rôle. Cette année, le Kenya et la Tanzanie étaient à l'honneur. À travers la culture, il y a des liens. Si on ne s'entend pas politiquement, si on ne s'entend pas sur le plan matériel, mais sur le plan culturel, c'est là où il y a le message. C'est la culture qui permet à l'autre de traverser les frontières. C'est la culture qui permet ça. C'est la culture qui permet qu'un groupe au Mali, un groupe SAR, ne va pas hésiter à financer un artiste pour participer à cette semaine. La solidarité mondiale pour la restitution et la restauration du patrimoine africain était le thème retenu pour cette édition de la Semaine africaine de l'UNESCO. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit d'abord au Niger où le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, a reçu en audience la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Mama Keïta est allée présenter au chef de l'État son mandat d'accréditation et renouveler l'engagement de son institution à accompagner le Niger. Le résumé de cette audience avec Abdul Karim Maman Barmou et Yazi Rabiou. Accréditée auprès de la République du Niger par le système des Nations Unies, la coordinatrice résidente de la dite institution est venue présenter au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, son mandat et l'accompagnement que le système des Nations Unies souhaiterait renouveler au Niger. Aujourd'hui, c'est ma première rencontre officielle avec le premier responsable de ce pays, le président de la République. Je suis venue d'abord pour une visite de courtoisie, pour me présenter, pour présenter mon mandat, pour présenter mon équipe. Les Nations Unies sont représentées sur le terrain par une équipe pays pour parler de ce que nous faisons, de l'accompagnement qu'on souhaite renouveler à la République du Niger, pour également recueillir ses recommandations pour une coopération optimale
Je suis également coordinatrice de l'action humanitaire, donc, et cela va au-delà de la coordination du seul système des Nations Unies. Les partenaires humanitaires vont au-delà du système des Nations Unies. Je suis venue également lui expliquer ce rôle que je joue. Encore une fois, recueillir ses recommandations sur comment la communauté humanitaire peut travailler de la meilleure façon possible avec le Niger. Madame Mama Keïta a par la suite réaffirmé la volonté de son institution à accompagner le Niger pour le renforcement de son processus de développement, de la cohésion sociale et améliorer la résilience des populations. L'addiction au téléphone en opération ne sera plus tolérée. Déclaration du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État rencontrait les forces combattantes de la région du centre-sud au camp Thomas Sankara. L'essentiel du message avec Sékou Zongo. Je souhaite que vous continuiez. Le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, convoque l'histoire ici au camp Thomas Sankara à Pau pour susciter une prise de conscience des forces combattantes face aux défis de l'heure. Nous avons une guerre qui nous est imposée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Alors, plus jamais cette barbarie. Il faut donc s'engager pleinement pour protéger l'héritage commun et ainsi assurer un avenir radieux à la jeune génération. En chef de guerre, le président du Faso invoque le Ditanier pour galvaniser les hommes. Selon le président Traoré, les mots qui composent l'hymne national doivent être une source d'inspiration pour tout combattant. Quand vous écoutez l'hymne du Burkina, ça commence par contre. Parce qu'ils se sont opposés à plusieurs formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation. Nous sommes contre toute forme de domination. C'est un impératif pour chaque combattant de comprendre les enjeux du combat actuel que mène le Burkina Faso. Le pays mène un combat de libération, mais surtout un combat de mieux-être, un combat de développement durable. Je le dis souvent, le Burkina est très riche. En termes d'équipement également, nous avons beaucoup fait d'efforts. Mais où est-ce que nous avons eu ces ressources? Comprenez qu'il y avait de la richesse mal gérée. Battez-vous pour vos terres. Battez-vous pour léguer un Burkina meilleur aux générations à venir. Battez-vous pour qu'on puisse exploiter décemment nos ressources et que ça nous profite. Mais pour se battre, le combattant burkinabé doit se débarrasser de certaines attitudes contraires à la rigueur et à l'engagement sur le terrain. Et là-dessus, le chef de l'État se veut intransigeant. Ceux-là qui vont se montrer incapables de changer, de laisser tomber le téléphone en opération, nous allons les chasser de nos rangs et nous allons les punir sévèrement. Parce que nous n'allons pas permettre que par la faute de quelqu'un qui a une addiction au téléphone, mette la vie des autres en danger. Tolérance zéro également pour ceux qui travaillent à saper le moral des troupes. Le capitaine Ibrahim Traoré invite également les forces combattantes à faire corps avec les populations civiles, car, dit-il, c'est un facteur déterminant pour le succès de toutes les opérations de reconquête du territoire national. Retour à l'actualité nationale à retrouver désormais dans vos librairies le livre intitulé « Parcours atypique d'un médecin malien ». C'est une autobiographie de Dr Daouda Malé. L'œuvre met en exergue les exploits de l'auteur dans le cadre de la promotion de la santé publique. Il interpelle les grandes institutions financières internationales dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, des institutions dont l'apport est déterminant dans le financement des politiques de santé dans les pays de développement.
à retrouver dans vos kiosques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.